Bonjour à tous. Tuerie à Mota di Piave, un bain de sang puis un match de foot. Explication dans cette vidéo. Cristina soupire d'aise, blottie contre son mari. Carlo n'est pas l'époux le plus tendre du monde, loin de là, alors ce petit câlin qu'ils viennent de s'octroyer. Nus tous les deux sur le canapé du salon, c'était une bonne surprise. Certes, la magie de l'instant s'estompe déjà, Carlo se lève, enfile son caleçon. Prêt à partir rejoindre ses potes pour leur incontournable moment foot. Il n'empêche, Cristina se sent rassurée. Ce bref moment de complicité lui a redonné espoir. Et elle en avait grand besoin. Quand ils ont décidé de se marier, 6 ans plus tôt, leur avenir semblait tout tracé. Ils s'aimaient et avaient le même désir de fonder une famille. Seulement voilà, 8 jours avant la cérémonie, Carlo a fait machine arrière. Il ne voulait plus l'épouser, il avait peur de s'engager, de perdre sa précieuse liberté. Effondrée, Cristina a fait une crise terrible, avec pleurs, cris, psychodrame, si bien que pour éviter le scandale et aussi par manque de courage. Le fiancé récalcitrant s'est finalement laissé passer la corde au cou. Ce n'était pas la meilleure solution. Le jeune couple emménage bientôt dans une jolie villa aux murs roses à la périphérie de Mota di Piave, au sud de Milan. 2 enfants naissent, Giulia puis Gabriel, mais on ne recolle pas ainsi les morceaux d'une histoire brisée. Cristina a gardé son mari, c'est vrai, mais il la trompe, elle le sait. Il a des maîtresses. Et pourtant, il la désire toujours, il vient de le lui prouver. Il est 15 heures, les enfants font la sieste à l'étage, la maison est paisible. Cristina reste étendue sur le canapé. Elle se lèvera tout à l'heure, quand son homme sera parti. 16 heures. Carlo Lissi arrive chez ses copains. Ils sont tout un groupe devant la télé, car ce 14 juin 2014, un match important se joue, l'un des premiers de la Coupe du Monde, Italie-Angleterre. Dès le coup d'envoi, l'atmosphère s'embrase, on chante à plein poumon, les canettes de bière circulent. Carlo bondit de sa chaise en hurlant de joie quand Marchisio et Balotelli marquent pour leur équipe. Au coup de sifflet final, c'est du délire, la Squadra Azzurra a vaincu l'Angleterre, 2-1. Dans toute la péninsule, on célèbre l'exploit à grands coups de klaxons et de pétards. Mais plusieurs heures plus tard, à Mota, devant une villa aux murs roses, changement brutal d'ambiance. Des voitures de police, des ambulances arrivent en catastrophe, dans un aveuglant bouquet de gyrophares. Devant la maison, un homme pousse des cris, prenant le voisinage à témoin de son malheur. Des cambrioleurs sont entrés chez moi, hurle-t-il. Ils ont forcé les volets, ils ont tué toute ma famille. Cet homme, c'est Carlo Lissi. Les policiers, immédiatement, constatent que la maison a été fouillée. Tout y est sans dessus-dessous, tiroirs et placards ouverts, leur contenu déversé au sol. Dans le séjour, sur un piano en bois sombre, des photos de famille trônent dans des cadres argentés. On voit une petite fille avec des fossettes et une frange. Un bébé, tétine dans la bouche, coiffé d'un bob bariolé. Un couple enlacé devant la mer, souriant. La femme de la photo gît au pied du piano. Morte. Elle est nue, couverte de sang, ses longs cheveux bruns étalés sur le carrelage. Elle a reçu plus d'une dizaine de coups de couteau. Le carnage, vision d'horreur, s'est poursuivi à l'étage. Giulia, 5 ans, a été frappée dans son lit d'enfant. On lui a porté plusieurs coups de couteau à la gorge. Son petit frère de 20 mois, Gabriel, est couché dans le lit de ses parents. Égorgé lui aussi. Une famille entière massacrée. Par qui? Pourquoi? Le couple, apparemment, était sans histoire. La victime, Cristina, travaillait dans une compagnie d'assurance, son mari, Carlo, dans une société d'informatique. À 4h30 du matin, les experts de l'unité médico-légale investissent les lieux. L'état de la maison laisse penser à un cambriolage qui aurait mal tourné, mais les enquêteurs sont dubitatifs. En dépit du désordre, rien ne semble avoir été volé. Tout cela ressemble plutôt à une mise en scène. Le comportement du mari aussi est étrange. Il vient de perdre sa femme et ses 2 enfants dans des circonstances atroces. Mais après avoir donné l'alerte en criant dans la rue, il n'a pas une larme. Il répond aux questions d'une voix presque détachée. En état de choc? Peut-être. Au commissariat de Mota, il explique avoir quitté sa femme vers 15 heures pour aller voir le match de foot chez des amis. Ensuite, quand il est rentré, vers 2 heures du matin, tout était éteint. C'est en allumant la lumière qu'il a découvert le carnage,
d'abord en bas puis à l'étage. Et c'est à cet instant qu'il a alerté la police. Carlo Lisi décrit les faits avec une précision mécanique, comme s'il récitait une leçon. Mais plusieurs détails de son récit ne collent pas. Il prétend avoir pris le corps ensanglanté de sa femme dans ses bras, pourtant il n'y a pas de sang sur ses vêtements. Il dit aussi avoir allumé la lumière dans l'escalier, puis dans les chambres. Mais là encore, aucune trace de sang sur les interrupteurs. Veuillez vous déshabiller, monsieur. C'est la procédure. Carlo s'exécute sans discuter. On lui fournit une tenue de rechange. Les heures défilent. À midi, il demande à manger et dévore la pizza aux champignons qu'on lui apporte. Puis il fait un somme dans la pièce où il est placé en garde à vue. À 18h, enfin, les résultats d'analyse arrivent du labo. On a relevé une infime goutte du sang de la victime sur le caleçon du mari. Que faisait-elle là? Voilà l'homme inculpé, poursuivi pour l'assassinat de sa femme et de ses enfants. Son mobile? En interrogeant ses collègues de travail, les enquêteurs apprennent que Carlo était follement épris. Depuis quelques semaines, d'une de ses collègues, une certaine Maria. Une passion non payée de retour, mais qui avait viré chez lui à l'obsession. Le dimanche 15 juin, l'un des enquêteurs évoque devant lui cette femme qui l'a rendu fou d'amour. C'est Maria qui vous a demandé d'assassiner toute votre famille? Le suspect se fige. Pour la première fois depuis le drame, et alors que jusque-là il niait tout en bloc, il semble bouleversé. Il reste silencieux un long moment, tête basse. Une larme glisse sur sa joue. C'est moi, lâche-t-il enfin. Je les ai tués tous les trois. Je veux la peine maximale. Carlo Lisi explique que son mariage était devenu un carcan, qu'il voulait retrouver sa liberté quitte à supprimer femme et enfant. Il a tout planifié. Juste avant de partir à sa soirée foot, il s'est forcé à faire l'amour à sa femme. Ce n'était qu'un prétexte pour se déshabiller et ne pas tacher ses vêtements de sang. Ensuite, après l'étreinte, l'horreur a commencé. Lisi enfile son caleçon, passe dans la cuisine, s'empare d'un couteau puis revient vers Cristina, par derrière. Alors qu'elle est toujours sur le canapé, il la poignarde sauvagement au ventre, à la poitrine, au cou, dans le dos. Elle hurle, tente de fuir, s'effondre près du piano, le supplie. « Arrête, je t'en prie !» Mais il l'achève, sourd à ses cris de plus en plus faibles. Puis il monte à l'étage, le couteau à la main, entre dans la chambre de la petite Giulia. Elle dormait sur le ventre. J'ai repoussé ses cheveux en arrière et j'ai plongé la lame dans son cou. Elle a bougé, tourné la tête sur le côté, et elle est restée comme ça. Il se rend ensuite dans leur chambre où le Gabriel dort profondément, couché dans leur grand lit. Je lui ai maintenu le cou pour qu'il ne bouge pas et j'ai enfoncé la lame dans sa gorge. Le tueur redescend, se lave, se rhabille, sans voir la tache de sang accusatrice sur son caleçon. En chemin, en se rendant chez ses amis, il jette le couteau dans une bouche d'égout. Puis à son retour, vers 2h du matin, il simule la tentative de cambriolage avant d'alerter le voisinage par ses cris dans la rue. Pourquoi n'avoir pas simplement divorcé? Lui demande l'un des enquêteurs. Ça n'aurait rien réglé. Les gosses auraient toujours été là, je n'aurais pas été libre. Effroyable aveu. Incarcéré à la prison de Pavie, Carlo Lisi a été condamné à la réclusion à perpétuité. Estimant ce châtiment mérité, il a renoncé à faire appel. Aujourd'hui, paraît-il, il ferait figure de détenu modèle. Il s'est inscrit à l'université, a obtenu un diplôme en philosophie. Mais on voit mal, en vérité, quelle philosophie lui permet de continuer à vivre, avec sur la conscience le poids des innocents qu'il a massacrés. Merci d'avoir regardé, n'hésitez pas à partager la vidéo avec vos amis et à vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos futures vidéos.